Je pense que les choses ont sensiblement changé, mais il reste toujours une suspicion qui plane sur ces domaines de recherche. Est-ce que c'est bien scientifique tout cela? La petite musique du doute demeure. Néanmoins, je suis frappée, par exemple, par le nombre de thèses qui traitent de ces sujets, qui en traitent normalement, sans avoir à se défendre de le faire. En créant le Mage et la revue, nous avons voulu montrer qu'il y avait de vraies connaissances là-dessus, que ce n'était pas juste quelques chercheuses qui avaient des humeurs et qui s'intéressaient à des sujets de seconde zone. Il y avait un champ de recherche, il y avait des savoirs accumulés. Quand nous avons commencé à ouvrir cette brèche, à vouloir rassembler les recherches si diverses qui existaient, nous avons été étonnés nous-mêmes de voir l'ampleur du travail réalisé. Nous avons voulu d'emblée être pluridisciplinaires et ouvertes à l'international. Les cahiers du Mage, créés en 1995, puis la revue Travail, genre et société, fondée en 1999, et tous les ouvrages collectifs du Mage donnaient à voir cette ampleur, cette richesse-là. Du coup, on ne pouvait plus nous traiter comme une petite annexe de je ne sais pas quoi. Par ailleurs, la régularité, le cumul des connaissances, c'est très important, parce qu'il y a toujours le spectre de l'année zéro qui guette, cette rengaine qui régulièrement fredonne. Les études de genre, ça commence avec moi. Le fait d'écrire, de publier de manière régulière, c'est une façon d'inscrire ces questions et ces thèmes dans une histoire intellectuelle. Et l'idée de placer l'activité professionnelle des femmes au cœur des rapports sociaux entre hommes et femmes dans la société, cette idée m'est venue lorsque j'ai commencé ma thèse d'allemand sur les femmes sous le Troisième Reich. Parmi les premières mesures prises par Hitler à son arrivée au pouvoir, il y avait toute une série d'interdictions de l'emploi des femmes. Interdiction du travail des femmes mariées, licenciement des femmes fonctionnaires, refus des femmes dans certaines professions. En travaillant sur les archives, j'ai vu à quel point la position des femmes que l'on voulait ravaler à celle de Deutschfrau und Mutter, la femme et mère allemande, passait par des attaques au bazooka contre l'emploi des femmes. Donc l'idée que l'oppression des femmes passe par la case interdiction du droit à l'emploi, c'est quelque chose qui m'est resté comme un fil conducteur tout au long de mon parcours de recherche. Après, les circonstances ont fait que je n'ai pas poursuivi cette thèse d'allemand et que j'ai entamé une thèse de sociologie avec Jean-Daniel Reynaud. Mais en arrière-fond, il y avait cette idée forte de mettre le travail et l'emploi au centre de la réflexion. Et j'en suis venue à travailler sur les syndicats et le féminisme. C'est au cours d'une enquête que je me suis rendu compte de cette différence entre travail et emploi. Les ouvrières de la CIP avaient fait 3 ans de grève pour sauvegarder leur emploi à la suite de la fermeture de l'usine. Donc 3 ans de lutte, avec occupation, jour et nuit, une lutte dure. Et pourtant, quand elles nous parlaient de leur travail, ce n'était pas une belle image du travail ouvrier qu'elles renvoyaient. Elles n'avaient pas l'amour du métier. Elles n'avaient pas choisi de travailler dans la confection. Elles avaient de bas salaires. Elles travaillaient dans des conditions très difficiles. Elles nous ont dit les cadences, le chronomètre. Elles nous ont dit les contre-dames, la saleté. Bref, elles n'aimaient pas ce travail. Mais elles tenaient absolument à leur emploi. Travailler, c'est ma liberté, nous expliquaient-elles. Et quand elles parlaient de leur travail, elles disaient « c'est l'enfer ». C'est là que j'ai vu
de mes yeux, vu la différence entre le travail et l'emploi. Le travail, ce sont les conditions dans lesquelles on exerce une activité professionnelle. L'emploi, c'est le fait d'avoir accès au monde du travail. J'ai compris que si l'on peut à ce point détester son travail et en même temps s'accrocher à son emploi, alors c'est que le travail et l'emploi ne sont pas la même chose. Dans mon troisième bouquin, Mais qui a peur du travail des femmes, paru en 85, mon interrogation était la suivante. Le travail des femmes s'était installé de façon massive et durable, mais on continuait de raisonner comme s'il n'était là que de passage, par intérim, aux marges du monde du travail. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. C'était l'époque, dans les années 80, où il y avait des sondages qui demandaient aux femmes: Est-ce qu'il vous paraît souhaitable de travailler? Est-ce qu'une femme doit travailler? Question que l'on n'a jamais posée aux hommes. De fait, la société a mis 20 ans ou 30 ans à se rendre compte de l'impressionnante progression de l'activité féminine, à comprendre que la féminisation du salariat était une des mutations essentielles du monde du travail au XXe siècle. Ensuite, je suis passée de l'étude du travail à celle de l'emploi des femmes, de leur place sur le marché du travail. J'ai donc élargi l'étude du travail à celle du chômage, à celle du sous-emploi, en essayant de montrer qu'il y avait bien une division sexuée du travail, certes, mais il y avait aussi une division sexuée du marché du travail. Que c'est une chose de parler des qualités, des compétences, des salaires des hommes et des femmes. Mais il y avait un autre sujet extrêmement vaste qui était le chômage des unes et des autres, le sous-emploi, la précarité des emplois. C'est là que la distinction entre travail et emploi a commencé à jouer tout son rôle. Comme on sait, il y a plusieurs chiffres du chômage. Il y a chômage au sens du BIT, Bureau international du travail, celui qui est commenté tous les mois. Et puis, il y a tout ce qui gravite autour du chômage, toutes ces zones d'ombre entre l'inactivité et la privation d'emploi que l'on nomme le halo du chômage. Pour les femmes, les zones d'ombre sont bien plus importantes que pour les hommes. Entre une chômeuse et une inactive, quelle différence? Dans la réalité, bien sûr, il y en a, mais statistiquement, une chômeuse peut très bien rebasculer dans l'inactivité parce que l'on change les définitions et les conditions d'enregistrement du chômage. Parce qu'une femme qui perd son emploi, quel est son statut? Chômeuse ou inactive? Sur toutes ces questions, on est dans le flou. Et l'on ne comprend pas bien l'essor de ce halo du chômage si l'on n'introduit pas les femmes et la différence des sexes dans l'analyse du marché du travail. Où sont les hommes? Où sont les femmes? Le sous-emploi compte combien de personnes? Et de quel sexe? Et si l'on y ajoute toutes les catégories de chômeurs, combien cela fait-il? Se poser des questions comme celle-ci, sans s'intéresser à la différence des sexes, cela fait un voile qui masque la réalité sociale et brouille les pistes. Dans l'ouvrage publié en 2012 avec Monique Meuron, Un siècle de travail des femmes 1901-2011, nous avons bien vu qu'au problème de lisibilité des statistiques de l'activité s'ajoutent les interrogations sur la visibilité du travail des femmes. Où passent les frontières entre l'emploi repérable et le travail informel? Comment les femmes ont-elles été au fil des ans recensées, omises ou recalculées, effacées ou reconnues? Sur les femmes pèse
toujours le soupçon implicite de l'inactivité. Une paysanne dans un champ, travaille-t-elle ou regarde-t-elle le paysage? Une ouvrière licenciée, est-ce une chômeuse ou une femme qui rentre au foyer? Ces questions récurrentes que l'on réserve aux seules femmes nous disent le contraste entre l'évidence de l'emploi masculin et la contingence de l'emploi féminin. Le fait de déclarer ou non une activité rémunérée ou une profession, de distinguer la fonction sociale de travailler, d'avoir un emploi, un métier, des autres fonctions plus domestiques ou strictement familiales, c'est s'affirmer comme membre d'une société économique. Ce sont des actes symptomatiques des représentations de l'époque sur le travail et plus largement sur le rôle des femmes dans la société. En regardant comment se construisent au fil des ans les statistiques de l'activité professionnelle des femmes, on peut dire quelque chose de l'histoire de leur statut. En ce sens, la délimitation des frontières du travail, de l'emploi et du chômage des femmes est une question éminemment politique. L'idée de créer le MAGE est née en 1994, au cours d'un déjeuner amical à Troyes, dans un bistrot de la rue des Saints-Pères. Chantal Rogera et Elena Hirata me parlent de l'idée de créer un groupement de recherche au CNRS. L'idée me paraissait bonne, mais quand elles m'ont dit qu'il fallait que ce soit moi qui m'en occupe, je l'ai trouvée moins bonne. Mais elles ont été coriaces. Ce déjeuner fut un traquenard. Mais de ce guet-apens est né le MAGE, groupement de recherche, marché du travail et genre. C'est à Catherine Marie que nous devons cette appellation. Nous sommes partis avec l'idée que le travail était au centre de ce que l'on appelait à l'époque les rapports sociaux de sexe. De fait, il y avait deux choses. D'une part, une volonté de situer les questions du genre au centre des réflexions sur le travail. Et d'autre part, de mettre le travail au cœur des réflexions sur le genre. Il y avait cette double volonté qui nous a été commune à toutes les fondatrices du MAGE. Il y avait aussi un autre enjeu, qui était d'inscrire institutionnellement les questions de genre et du travail au sein du CNRS, au sein de l'université, dans le monde académique. Et en créant le MAGE, nous avons tout de suite voulu que nos séminaires, nos colloques, nos débats, nos discussions gardent une trace écrite. Le MAGE a été créé le 1er janvier 1995 et le 30 mars 1995 sortait le premier numéro des cahiers du MAGE, avec l'idée que les colloques et les séminaires passent, mais les écrits restent. Donc, nous avons publié les cahiers du MAGE pendant 4 ans. Ils étaient trimestriels. Mais au bout de quelque temps, nous nous sommes dit qu'une revue, ce n'était pas si différent, que ça valait le coup de tenter de créer une revue, de faire cette expérience et ce pari. C'est comme cela qu'on s'est lancé. On s'est dit, allez hop, on y va. Cela dit, nous avons vite compris que ce n'était pas si simple. Il a fallu trouver un éditeur, constituer un comité de rédaction, trouver des articles. Quand nous avons construit le premier numéro, j'ai eu peur. J'ai eu une des frayeurs de ma vie. Nous demandions à des personnes qui n'étaient pas n'importe qui, des articles pour une revue qui n'existait pas. Un parcours à Madeleine Gilbert, une réponse de Pierre Bourdieu à la controverse autour de son livre La domination masculine, une contribution de Michel Perrault. Et puis, les choses se sont faites. Toute l'équipe a eu, je crois, une grosse frayeur. Donner existence à une chose qui n'existait pas, c'est une aventure formidable. Nous ne nous sommes jamais définis comme revue militante ou revue féministe.
mais comme revue de recherche engagée. Cela fait partie de mes convictions personnelles. Je les ai projetées un peu sur la revue, mais je crois qu'on était toutes et tous d'accord là-dessus. En tout cas, toutes celles qui ont fondé la revue. Je l'ai toujours dit pour moi. Je suis sociologue de profession, féministe de conviction. Je crois que nous avons toujours recherché en même temps l'ouverture sur le mouvement social et une reconnaissance académique. Je pense que nous y sommes parvenus en traitant de sujets d'actualité brûlants. Le premier numéro de la revue portait sur la pauvreté, la part des femmes dans la pauvreté laborieuse. Et ce n'est pas anodin. Nous voulions à la fois une revue de recherche et une revue qui soit écrite pour être lue. Lue au-delà de notre tout petit monde. Au colloque des 20 ans du MAGE, nous avions invité Angela Davis à prononcer la conférence inaugurale. Ce qu'elle a fait de façon magistrale. Qui mieux qu'elle pour traiter des enjeux de classe, de race et de sexe qui traversent le monde du travail? Nous resterons féministes tant qu'il le faudra, pour reprendre un slogan des années 70. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce que nous organisions ensemble cet anniversaire des 20 ans de la revue. Ce fut une très belle fête. Nous avions fêté les 20 ans du MAGE en 2015. Les deux événements ont été une grande réussite. Et puis, la relève est prise, et bien prise. Donc moi, je peux partir tranquille, écrire. Voilà. C'est vrai que ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est écrire.